Essai sous le thème du statut des objets. Les objets nous habitent. Les objets nous environnent. Les objets sont partout. Nos objets sont partout. Nous les investissons de 1000 sentiments, de 1000 souvenirs. Les objets sont les porteurs, les auxiliaires du maintien, de la survie des souvenirs. Ils sont en partie responsables du maintien d'un lien entre ce qui a été et ce qui ne l'est plus. Et ce qui est, ce qui a été et ce qui ne sera plus. Cette survivance, ils permettent la survivance. Malgré l'évidence du temps, malgré le poids des ans, on s'accroche à un objet, aussi futile qu'il soit, parce qu'il personnifie, de par sa matérialité, la permanence d'un fait. Quelque part, c'est de l'ordre du fétichisme, de l'attachement excessif. Mais peu importe. Nous luttons contre toutes les évidences. Ce qui a été, ce qui est passé est passé. Mais les souvenirs sont nos béquilles. Alors, nous préférons rester handicapés par le passé parce que nous avons besoin de maintenir cette illusion de la relation, quelque part le maintien d'une linéarité que le temps a évidemment détruit. Le temps n'est pas linéaire, nos vies ne sont pas linéaires, elles passent par des ruptures, des brisures. À chaque instant, à chaque moment, nous sommes défaits de quelque chose qui pourrait ou qui fait notre substance. Nous partons quelque part en petits morceaux, bien avant de partir en intégralité. Et les objets permettent d'instaurer une sorte de pause dans ce mouvement inexorable de la défaisance. Malgré moi, malgré toi, je garde cette trace, ce mot que tu as laissé de façon insouciante, quelque part ces griffonnages, ces emballages, cette lettre envoyée pour témoigner, ce cadeau sans, comment dire, ce cadeau quelque part modeste, mais c'est un témoin, c'est un témoignage.
cette rose desséchée, dont les pétales tombent les unes après les autres, pourrait pas les recoller, ce serait idiot. Mais cette rose-là, on la garde, on essaie, comme on en fait une sorte de totem, une sorte d'objet sur lequel on accroche quelque part de petits repères. L'objet constitue un repère donc, dans ce monde où tous les repères finissent par se dissoudre dans un présent et un avenir dont on a du mal à définir les contours. Le passé est quelque chose de paradoxalement bien palpable, malgré qu'il soit passé. Il est quelque part le lieu un lieu sécurisant parce qu'il manifeste sa matérialité justement par les objets. Et par contre, le présent, lui, est porteur d'un inconnu, d'une part d'inconnu qui, elle, est insécurisante. Je ne sais ce que m'apportera l'heure qui vient, encore moins le mois qui vient, encore moins la décennie qui vient. L'objet, il se moque un peu du temps qui passe. Certains objets se moquent du temps qui passe. On les a depuis 1 an, 10 ans, 20 ans, 30 ans. On ne sait plus. On ne sait plus depuis, des fois, on ne sait plus depuis combien de temps on les a. Mais on les a. On ne sait plus où les mettre. On pourrait faire un petit hôtel, avoir un petit musée qui ne serait que pour soi, parce qu'il n'a de signification que pour soi. Et donc, on a cette idée de musée, quelque part, de petits lieux réservés à nos petits objets vraiment petits des fois par leur dimension, mais aussi petits ils n'ont pas de valeur matérielle en tant que telle. Ils ne sont plus, ils ont perdu, certains ont perdu toute fraîcheur. Ça peut être des objets défraîchis que le temps a vraiment marqué, mais peu importe. Ces objets nous permettent de réaliser des sauts dans le passé. Un coup, et je suis 30 ans en arrière. Un coup, je suis beaucoup plus en arrière. Je suis 40 ans, 50 ans en arrière. J'ai cette capacité-là de voyager vers mon passé. Et cela a une valeur plus forte que d'autres. Cette capacité de me transporter, d'être, de quelque part de ressentir l'émotion qui a accompagné dans cet objet et quelque part l'illustration. Donc, j'ai des objets en attente que je décide de leur sort. J'ai besoin j'ai besoin de m'en défaire, de m'en désinvestir. J'ai besoin de les rendre inopérants, qu'ils ne soient plus porteurs qu'ils ne soient plus chargés émotionnellement pour moi. J'ai besoin de les effacer, de les réduire à néant, d'en faire
de les réduire à rien, de tuer leur matérialité, parce que quelque part, il m'encombre. Ce rapport, cette histoire, cette dualité entre la volonté de préserver et la volonté de dépréserver, de détruire, de faire disparaître, est une dualité difficile à vivre. Car décider, c'est vraiment, c'est entamer, c'est faire, de rendre irréversible la chose. Ces objets-là, ce ne sont pas des objets qu'on trouve dans le commerce, reproduits à des millions d'exemplaires. Non, ce sont des objets uniques, absolument uniques, et donc irremplaçables. Donc les détruire, ce serait détruire ce support de mémoriel une fois pour toutes. Alors que décider? Que décider? Je garde des objets envers et malgré tout, parce que je maintiens le souvenir, je maintiens le lien. Toi qui es mort, toi qui as disparu de ma vie, toi qui m'ignores, vous tous qui d'une façon ou d'une autre, vous avez disparu. Je vous ai encore en ma possession. Je vous ai encore à moi par ces objets, par le biais de ce petit objet. Alors, je maintiens l'illusion, je la cultive, j'attends le moment où je la sors de son petit, sa petite cachette, pour l'exposer de nouveau à la lumière, à la lumière du jour, mon jour à moi, le jour intérieur, là où je me promène quand je suis il y a bien des objets que j'aimerais rendre à leur propriétaire. J'aimerais m'en défaire de cette façon-là. Quelque part, réaliser non pas une opération de don et contre-don, mais une opération de restitution. Un retour vers l'origine pour clore cette histoire, pour clore le cycle. L'objet cycle de la mémoire, transfusion des souvenirs, éclatement de la sphère. C'est difficile de faire de la parole automatique sur ce sujet-là, mais peu importe, la question demeure elle est quelque part universelle. Nos objets, nos petits trésors chéris, nos objets, comme dirait l'autre, j'ai envie de le dire ce mot, alors je le dis transitionnel, je ne sais pas s'il est à propos, mais peu importe, c'est un mot de notre temps, les objets transitionnels. Ces objets-là qu'on garde et quelque part qui viennent à la charge d'autrui, et donc il est évident qu'ils n'ont pas la même importance. Et voilà, ce qui a été préservé pendant un temps infini devient un objet, c'est un objet qui subit son jugement dernier. Il est jugé, pesé, alors on estime sa valeur de façon très concrète, sa valeur d'objet, et non pas la valeur symbolique qu'il porte, ou la valeur sentimentale dont il a été investi. Non, on estime sa valeur réelle, propre, sa valeur parce que le travail qu'il représente, la rareté, la particularité qu'il a, ou alors par rapport à sa matière,
sa matière est précieuse ou non. Donc, en dehors de toute l'histoire qu'il a, il devient un objet, pur objet. Donc, quelque part, un moyen d'échange. Je l'échange pour autre chose, de l'argent ou un autre objet, peu importe. Mais je ne suis plus aussi, je ne suis plus attaché, je ne suis pas attaché à cet objet. Donc cette circulation des objets fait que cela réduit énormément l'importance des musées personnels. Quelque part, ça relativise toute cette histoire. Nous préservons des choses pour des gens qui qui ne sauront quoi en faire. S'ils gardent un objet, à la rigueur, mais c'est tout. Et quelque part, on ne peut pas transmettre cette qualité qu'on avait conférée à l'objet à autrui, à moins d'être des gens célèbres. Alors à ce moment-là, les lieux de l'enfance, les lieux de toute la vie sont valorisés, dans une sorte comment dire, de transe temporelle, c'est-à-dire ils sont fixés une fois pour toutes, ils ne bougent pas, ils sont là pour témoigner. Mais il est évident que quand on reconstitue le milieu de vie de quelqu'un de célèbre, on apporte des témoignages, mais fondamentalement, il y a des témoignages, il y a des objets qui échappent à la vigilance, qui échappent comment dire, qui échappent à l'inventaire de ceux qui viennent après. Un objet, ça peut être quelque chose de tellement petit qui devient discret, invisible. Et c'est cette marque sur le mur, juste cette marque sur le mur. Elle a une signification incroyable. Elle a une, comment dire, c'est cette marque-là que personne ne verra. Mais pour moi, elle m'a accompagné pendant une grande partie de ma vie. Elle a été présente. Ou alors, ça peut être une petite, comment dire, un petit objet que je laissais traîner dans un coin, mais qui en fait, je savais très bien qu'il était un objet spécial, qu'il avait un statut spécial, mais j'en avais parlé à personne. Donc quelque part, personne ne peut dire l'importance qu'il a pour moi. Et donc, une fois l'inventaire réalisé, cet objet-là, il n'est pas valorisé, il n'est pas mis en avant, parce que il ne parle pas, il n'a pas son curriculum vitae, il n'est pas inscrit sur lui, c'est un objet silencieux, et voilà. Donc, c'est ce sort des objets silencieux, des objets anonymes pour les autres, mais qui sont largement nos familiers, nos compagnons, ces objets qui sont nos compagnons de tous les instants, et qui sont pour les autres juste des objets. Voilà, comme ces instants qu'on a à l'intérieur de soi, qui sont si importants, si grands, si puissants, mais que les autres ne peuvent pas percevoir. Comment transmettre l'intensité d'un sentiment? Comment parler de façon, comment faire vivre une émotion? En écrivant, peut-être certains y arrivent, mais c'est tellement difficile. L'émotion, ça touche à la chair. Ça touche à la peau.
la peau, comment parler? C'est une émotion, ça vous fait, comment dire, vous pouvez avoir des convulsions, votre corps se tord. Comment parler de cette émotion-là? Comment la transmettre? Vous ne pouvez transmettre que euh, comment dire, qu'un morceau de cela. Même si vous êtes le meilleur transmetteur d'émotions, vous êtes le meilleur rédacteur. Et voilà. Et ce sont ces musées-là. Donc le musée matériel avec les objets et le musée quelque part mental qu'on a en nous qui font que notre spécificité est malheureusement nôtre et elle n'est pas légable, elle n'est pas transmissible à autrui. Ou alors il faut être doué d'une capacité. Le langage déjà, par le langage, on a du mal à cerner, à transmettre toutes les dimensions de nos émotions, les habitudes culturelles, les habitudes prises qui font que notre choix de réaction est limité. Il y a un appauvrissement. La langue est aussi un mauvais transmetteur, appauvrit la charge. La langue appauvrit le récit, appauvrit. Mais après tout, pourquoi pas? Chacun de nous doit vivre cette expérience dans sa chair. Il y a des moments où c'est purement une expérience abstraite. Et des fois, où l'expérience, elle est vraiment physique. Elle s'incarne dans la chair, dans le corps. Mais ce qui, quelque part, compense, c'est que chacun de nous est incapable de transmettre cela. Alors, chacun de nous comment dire, chacun de nous accepte cela comme un fait. Nous ne pouvons pas transmettre ce qui est, en fait notre substance. C'est ce rapport qu'on a aux choses, nos récits, nos émotions, nos sentiments, nos intuitions, les choses qui font que à un moment donné, on a moins envie, on sent on s'exprime pas comme on voudrait, on sent que notre musique intérieure est inaudible et on n'arrive pas à l'écrire, on n'arrive pas à la mettre en note, à la mettre, on n'arrive pas à en faire un alphabet. Cette musique, on a 26 lettres. Ici, c'est tout l'alphabet, 26 lettres, et c'est rien de plus. Il y a ça, et on doit faire avec. Il y a des sons qui ne sortent plus. Des sons qu'on ne sort pas, parce qu'ils ne sont pas dans notre langue. Il y a obligatoirement des sens qui se réduisent, parce qu'ils ne sont pas dans notre expression, notre vocabulaire, nos limites. C'est un moyen de communication, mais c'est un moyen de communication limité. Alors il y a toujours cette histoire de la transmission, de ce qui fait le véritable ressenti, le véritable état intérieur d'une personne, cette incapacité à transmettre cela. Mais on vit avec. Ça nous fait pas, je veux dire, ça nous déprime pas tout à chaque instant. On apprend à vivre avec, et plus on avance en âge, plus on prend du recul par rapport à tout quelque part. On sait que notre spécificité n'est pas dans l'absolu, n'a aucune valeur. Nous sommes partie prenante d'un monde, d'un tout énorme. Nous sommes des unités biologiques qui cherchent
à exister, à vivre sans son temps, et pas plus. Tous les êtres vivants, peu importe comment dire, leur dimension, sont-ils micro ou macro ou entre les deux, tous les êtres doivent passer doivent avoir ce problème d'expression. Tout le monde ressent la faim. Il est évident que tous les êtres vivants ressentent l'absence le plaisir, l'absence de plaisir, l'inquiétude quelque part, quand quelque chose vient à manquer, comme la dépendance à l'énergie est partageable par tous, il est obligatoirement que le sentiment d'inquiétude, le sentiment, l'attente est partagé par tous. On est, en tant qu'espèce, juste une parmi des milliards d'unités de vie. Donc, quelque part, la transmission d'émotions, la transmission de perception des choses doit être la même. On transmet ce qu'on peut transmettre et puis c'est tout. Alors, retour vers l'objet. En parler des choses permet de réduire, de réduire cet attachement affectif, quelque part, quand on parle des choses, quand on exprime, quand on verbalise ce rapport, quand on l'interroge de cette façon-là, on a obligatoirement une prise de distance. Cette prise de distance, il faut la faire, faut la faire pour entamer ce mouvement, qui est quelque part ce mouvement de, comment dire, pas de déshabituation, mais un mouvement d'une certaine défaisance. On se défait de ce qui en fait est à nous, parce que pour entamer ce mouvement inexorable vers l'instant fatidique l'instant de la démaîtrise, on n'a plus la maîtrise de quoi que ce soit et que quelque part on doit tout confier à autrui. Autant faire les choses bien avant pour essayer et faire son propre ménage. On fait son propre ménage avant que d'autres le fassent à notre place. Ce constat est un constat, bien entendu, amer, désespéré, mais que faire d'autre? Nous faisons tous les jours, tous les instants, des constats amers. Nous sommes face à notre condition. Voilà, une condition de mortel, de passager, de passant. Nous devons, en vieillissant, nous ne gagnons pas en sagesse, mais nous gagnons en désespoir, quelque part en certitude que de l'inéluctabilité de l'instant, l'inéluctabilité de l'instant de la déssemblance, quelque part tout ce qui est désassemblance, tout ce qui a été assemblé se désassemble, quelque part, souvenirs, musée privé, musée personnel, émotions. Cette petite musique intérieure se tait pour toujours. Tout ce qui était moi, tout ce qui était cet être que je promène partout, cette configuration, ces traits, tout ce qui était quelque part cette ombre, tout disparaît, même mon ombre, même l'ombre. Les morts emportent leur ombre avec eux.
Et voici que rien ne reste. À toi, David Bowie, qui a choisi de se faire incinérer. Quel sort horrible, l'incinération. Pourquoi l'incinération? Et si... Est-ce que ça pèse tant que ça? Tu devais peser combien? Ah, à tout casser, 80 kilos. Est-ce que c'est vraiment ça qui pèse? Est-ce que c'est ça qui va coûter? De te mettre en terre et de te laisser te décomposer tranquillement? Tranquillement, nourrir quelques organismes, pourquoi pas? L'incinération. Là, l'acte absolu de l'absolu effaçage. Plus rien. Le lendemain, évidemment, certains vont conserver ce qu'ils pensent être tes réels objets, tes réels, les choses qui pour eux, ce qui reste de toi, tes vestiges, qui sont pour eux les vrais vestiges. Alors évidemment, les objets, les petits objets de David Bowie, ceux dont il n'a parlé à personne, ceux qu'il chérissait avant tout, qu'il s'érichait, qu'il aimait, ceux qu'il gardait avec lui, des objets certainement modestes, ceux-là, évidemment, ont disparu à jamais. Il ne restera que des objets bien visibles, bien beaux, bien précieux. Voilà, tel costume, telle perruque, ou telle lunette, ou telle, comment dire, voilà, que des choses. Évidemment, certaines choses ont un aspect unique. Elles ont encore plus de valeur. Voilà, le costume qui a été porté à tel moment, tel endroit, etc. Cela, et évidemment, par rapport à la carrière de Bowie, celui-là aura encore plus de valeur qu'un autre costume qui a été porté à un autre moment. Voilà, ça c'est des objets qui vont être mis en avant, qui vont être sacralisés, investis de mille, je sais pas, de mille pouvoirs, de mille... il va y avoir un culte, on va leur porter un culte. Mais pour Bowie, c'est certainement pas ce qu'il fallait garder. C'est comme ça. Alors, le mouvement de la défaisance doit commencer. Défaisance. Ne gardons plus rien. Et si j'ai un conseil, et si j'ai une conclusion, en fait, j'en ai pas. J'ai pas de conclusion. Que conclure? Et à chaque fois, c'est toujours la même chose. La mort est là. La mort qu'on connaît qu'indirectement. Mais quelque part, nous avons cette certitude qui se renforce de jour en jour, qu'il y a un après, et cet après, il est la terre du néant. Quelque part, les gens sont là, et à l'instant d'après, ils ne sont plus là, ils sont ailleurs. Ils commencent par s'effacer. Et c'est ce travail, ce mouvement d'effaçage, le moment où on ne peut plus avoir accès à l'autre, pour n'importe quoi. L'autre qu'on avait sous la main, l'autre qui sentait bon, l'autre qui pouvait rire, qui pouvait réagir, qui pouvait faire des choses. D'un seul coup, c'est extrait du monde. Il est un corps, il est une dépouille. Et il est juste bon à cacher sous terre parce que de peur qu'il ne sente mauvais. Vite, 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 mettons-le sous terre.
Voilà. C'est quelle conclusion? Parce que de ce voyage-là, on ne revient jamais. Alors que conclure? Face à tous ceux qui donnent la mort de façon prématurée, face à tous ceux qui détruisent le monde d'autrui, à tous ceux qui détruisent les petits musées de chacun, de certaines personnes partout dans le monde, on détruit, on met à mort prématurément, sans raison, des gens, parce que cela est dans notre nature, de mettre à mort les autres, parce que cela est humain, parce que nous sommes des humains, et les humains tuent les humains, et les humains détruisent les objets des humains, et les humains font semblant, professent des choses, de l'amour, de l'attention, et puis font autre chose. Alors, je finirai par détruire mon petit musée imaginaire, mon musée, ces objets, je les mettrai sous terre bien avant que vous les jetiez à la poubelle. Voilà. Et si, par hasard, ils sont la matière d'un de mes petits dires, pourquoi pas, c'est une manière de leur rendre hommage. Tout ce petit dire-là, un peu, évidemment improvisé, mais un peu, pas extraordinairement réussi, mais c'est un hommage que je rends à ces petits objets, un hommage que je rends à vos petits objets, à vos petits musées, pas petits par pas petits par comment dire, par le statut, par la place qu'ils ont auprès de vous, mais petits parce que souvent ils prennent peu de place. Ces petits objets, mais ô combien grands, ô combien importants, ô combien précieux. Alors, ne me laissez pas avec mes petits objets, avec mon passé. Faites-moi encore, donnez-moi encore des instants de vie pour que j'ai de nouveaux objets, que je reconstruise un autre musée. J'ai besoin de ce mouvement. J'ai besoin d'autres apports. J'ai encore en moi une place pour d'autres petits objets, pour agrandir mon petit musée avant que ne vienne mon heure et la vôtre. Fini.